les parents font face aux difficultés de paiement des frais exigibles, mais également des APEE. Difficile équation à résoudre pour ces parents que vous écouterez dans cette édition du journal. Que se passe-t-il au sein du canon sportif de Yaoundé? L'équipe de Nkoldongo, pratiquement condamnée à la relégation, vient d'ouvrir un nouvel axe de crise. Certains patriarches ne reconnaissent pas l'équipe qui est condamnée à la relégation, indiquant justement qu'il y a un autre canon de Yaoundé qui mérite de vivre. Ils sont discordants avec ces coups de canon, pratiquement comme des pétards mouillés, que vous écouterez sur le 29. Voilà pour la vitrine du journal. À nouveau, bonsoir et bienvenue. On ouvre cette édition par ces images qui font le tour des réseaux sociaux et qui présentent une scène d'une barbarie insoutenable. Nous avons fait l'effort de flouter un peu les images de ces deux jeunes présentés comme des Camerounais qui sont jetés dans une fosse du côté de la Libye. Leur bourreau décide de tirer sur eux à bout portant avant d'asperger du carburant et d'y allumer un feu jusqu'à incinération totale. Selon les premiers éléments à notre disposition, il s'agirait des Camerounais dont les noms circulent actuellement sur les réseaux sociaux en attendant les vérifications qui sont faites par Vision 4 et l'ensemble de la presse. Arnaud Mbala et Joël Eteki seraient les jeunes ainsi brûlés du côté, dit-on, de la Libye. Nous y reviendrons en espérant justement repérer les familles qui pourraient reconnaître ces deux noms. On parle d'Arnaud Mbala et de Joël Eteki. Sur l'axe lourd Douala-Yaoundé, la nationale numéro 3, la circulation a repris ce matin autour de 8h40. Les véhicules ont pu franchir le point critique qui a été observé hier. Les travaux ont eu lieu pratiquement toute la nuit avec interruption totale de la circulation autour de 22 heures. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumessi, a supervisé personnellement l'ensemble de ces travaux jusqu'à la reprise de la circulation et en attendant une solution définitive qui sera trouvée à cet endroit qui marquait des signes de fissuration et d'affaissement de la chaussée et des bus. Vous avez là quelques images de la présence sur le terrain du ministre des Travaux publics toute la nuit d'hier jusqu'à ce matin pour le rétablissement de la circulation. Parlons rentrée scolaire et quelques difficultés qui sont encore enregistrées dans le nord-ouest. C'est pratiquement des dortoirs entiers, des lits qui ont été emportés par des flammes la nuit dernière. Le collège Sacré-Cœur de Bamenda est concerné. Pas de pertes en vies humaines. Le gouverneur de la région du nord-ouest est descendu sur le terrain pour rassurer les parents et les élèves sur la sécurité autour de cet établissement pour favoriser la continuité des activités parce que les parents se montaient indignés quant au risque pour ce qui est de la sécurité. On parle de nombreux dégâts matériels. Salamatou Badian. Fumée, cendres et puis charbon, c'est ce qui reste des 30 lits, denrées alimentaires et autres effets de ce dortoir du collège Sacré-Cœur de Mankon dans la région du nord-ouest Cameroun. Quelques cantines, un matelas et ce billet de 10 000 francs ont pu échapper aux flammes. Arrivé dans la nuit, et il y a les forces de l'ordre qu'on a appelées, ils sont venus pour nous aider et je pense qu'on a pris certaines mesures pour voir que les choses marchent bien. Pas de perte en vie humaine, les élèves ont été réfugiés dans un autre bâtiment tout à côté. Pris de panique, certains appellent à l'aide. Les parents partagés entre frayeur et courroux veulent récupérer leurs enfants. Seulement, les responsables de l'établissement assurent qu'ils sont en sécurité. Il n'y a pas de sécurité parce que le premier jour, on a assuré qu'il y a la sécurité, mais ce que ça se passe maintenant, nous sommes inquiétés. Nous sommes dépassés, on a appris la nouvelle, nous sommes rendus au lieu et on attend ce qui va se passer. Il a fallu l'intervention du gouverneur de la région du Nord-Ouest pour calmer les ardeurs. Les populations de la région du Nord-Ouest, les bonnes dispositions prises par le gouvernement pour sécuriser la population. Concernant l'origine de cet incendie, des enquêtes sont ouvertes, ajoutées à celles qui ont eu lieu bien avant dans cette partie du pays, en proie aux actes de vandalisme. Que la République, la nation aura raison
de tous ceux qui veulent organiser un génocide culturel à l'encontre de nos populations, à l'encontre de nos jeunes enfants. En attendant, les parents usent de tout moyen de communication pour rassurer leur progéniture. Que s'est-il passé à Yokadouma le 11 septembre dernier? Le journal Repère titrait hier que des assaillants centrafricains se sont attaqués à une communauté située à 58 km du chef-lieu du département de la Boumba Ngoko. Nous allons tenter de joindre le préfet du département de la Boumba Ngoko justement pour avoir plus d'informations. Valérie Norbert Kouela, monsieur le préfet, bonsoir. Bonsoir Jean. Alors nous apprenons justement que des assaillants ont attaqué un village, selon Repère, à 58 km de Yokadouma. Vous confirmez cette information? Que s'est-il passé? À haute et intelligible voix, le préfet du département de la Boumba Ngoko demande formellement cette information et rassure les populations et l'opinion qu'il n'y a jamais eu une attaque des Centrafricains à Mepoué dans l'arrondissement de Yokadouma. Je tiens plutôt à préciser que un employé d'une société dans cette zone ayant commis, n'est-ce pas, un manquement professionnel a tenté de créer une simulation pour échapper aux affres de la colère de ses chefs hiérarchiques. Et certaines personnes au dessein dont elles seules connaissent ont voulu faire des récupérations et distiller dans l'opinion des fausses informations. En effet, quand nous avons quand même reçu qu'il y a des situations peu sécurisantes dans la zone susvisée, nous avons immédiatement commis notre commandant de compagnie de gendarmerie qui est descendu sur le lieu. Et je tiens à vous rappeler qu'au moment où j'interviens, ce commandant de compagnie est encore sur le terrain. Et nous avons, pour appuyer le commandant de compagnie, requis, n'est-ce pas, le 13e bataillon d'infanterie motorisée à l'effet d'appuyer le commandant de compagnie sur le terrain. En l'état actuel, alors, à l'état actuel de nos investigations, il n'en est rien. La paix règne sur toute l'étendue de notre territoire. Également, monsieur le préfet, selon le même article que vous démentez d'ailleurs, qu'une petite fille aurait été enlevée à la suite de cette attaque. Y a-t-il eu cas d'enlèvement dans le département de la Boumba Ngoko? Une fois de plus, Jean-Jacques, il s'agit d'un mensonge grossier. Je tiens à rappeler que l'auteur de cette simulation est actuellement, au moment où je vous parle, entre les mains de la gendarmerie. Les enquêtes se poursuivent, le commandant de compagnie est sur le terrain et la paix règne dans le département de la Boumba Ngoko. Vous bouclez aujourd'hui même, il y a un peu moins d'une heure que vous êtes arrivé à Yokadouma, vous bouclez une tournée de prise de contact. C'est quand même une zone qui partage une longue frontière avec plusieurs pays, la République centrafricaine, le Congo. Est-ce que vous rassurez au moins de la sécurité des Camerounais et des populations de façon globale après le tour que vous avez effectué sur le terrain compte tenu du nombre de déplacés que nous avons à Garigombo et ailleurs? Effectivement, Jean-Jacques, je viens à peine de boucler ma tournée administrative de prise de contact et d'animation socio-économique dans la partie sud de mon unité de commandement. J'ai été aux confins, n'est-ce pas, des limites entre les républiques sœurs de Centrafrique et du Congo. J'ai fait aller-retour 7 heures de voyage fluvial, 7 heures de voyage fluvial pour rencontrer les populations du département de la Boumba Ngoko dans cette zone. J'ai rencontré les populations, les élus locaux, les notabilités coutumières, les membres des comités de vigilance. J'ai rencontré les opérateurs économiques de cette zone et au moment où j'interviens, je puis vous rassurer, dans l'état actuel, la paix règne sur toute l'étendue de cette zone dont je viens de parcourir.
Ce qu'on va retenir, merci beaucoup Monsieur le Préfet du département de la Bumba Ngoko. On vous souhaite un bon repos après cette tournée de prise de contact sur le terrain. Continuons notre dossier consacré à l'éducation et l'équation difficile à résoudre pour les parents face à la pension et cette observation, les prix qui varient d'un établissement scolaire à un autre, face également aux associations des parents d'élèves. La situation est bien compliquée et interroge aujourd'hui la politique utilisée par les pouvoirs publics, du moins pour peut-être l'harmonisation des prix. Que se passe-t-il avec la fixation de ces coûts? Norbert Ebodé. La fluctuation des pensions d'un établissement à un autre d'année en année n'arrange pas toujours les bourses modestes, dépassées par la surenchère que connaît aujourd'hui le savoir dispensé à leurs enfants. Les coûts sont trop élevés, vraiment par rapport à avant. Et ce qui révolte, c'est d'abord la qualité d'enseignement. Donc, il n'y a pas de compensation. Comme Michel Ndjomo, Victorine Belan n'en pense pas moins. Cette commerçante du marché Mvogada Yaoundé pleure elle aussi le sort des gagnes petits, obligés de s'assigner aux 80 pour les collages de leur progéniture. Pour inscrire ton enfant à l'école, par exemple au lycée, il faut acheter la place, même si ton enfant a réussi ou pas. Parce que à l'école, les privés sont devenus pour les pauvres, comme les nous comme ça là, parce que tu es obligé d'aller mettre ton enfant à l'école privée parce qu'il y a trop, les écoles publiques sont déjà trop saturées avec les enfants des bosses. Face à ces cris des parents, le secrétariat de l'éducation de l'enseignement privé laïque du centre et de l'Est rappelle la politique de l'homologation des prix pratiquée dans les établissements jadis. Il y a eu au commencement une homologation des frais de scolarité par zone dont l'État avait stratifié ces frais de scolarité. Seulement, plusieurs raisons ont contribué à s'écarter de la norme des coûts stratifiés par l'État, selon qu'on était en zone rurale qu'urbaine. Les salaires des enseignants, cela prend en charge les équipements, leur renouvellement. C'est ça qui fait dans une école le coût. Qui fait le coût. Et si on doit fixer donc les scolarités par rapport au salaire que les enseignants doivent toucher. Malgré la récession économique, avec son cortège de contraintes, les parents devenus des vaches à lait de certains établissements demandent à l'État de subventionner l'éducation. La question se pose également au niveau des associations des parents d'élèves et d'enseignants, les APEE, qui sont également payés à prix d'or dans notre pays avec un défaut d'harmonisation des coûts, ces coûts qui varient d'un établissement à un autre. L'adhésion aux APEE semble être obligatoire pour tous les parents d'élèves, pratiquement à l'encontre des dispositions légales parlant et situant les associations dans notre pays. Pour les responsables des APEE, ces associations appartiennent à un régime tout à fait particulier. Nathan Amougou. Je vais vous prendre un exemple. Le lycée bilingue d'Aïdo, il a 130, comme APE, chaque année 130 à 140 millions. Je dis bien 130 à 140 millions par an, pas APE. L'APEE, Association des parents d'élèves et enseignants, se révèle être la poule aux œufs d'or pour les responsables en charge, au détriment des victimes qui ne sont autres que les parents. Les frais d'APE n'étaient pas aussi élevés. Avec la suppression des frais de scolarité, les parents se trouvent aujourd'hui à payer l'APE qui est supérieur aux frais même qui déboursaient lorsqu'il fallait inscrire l'enfant. Comprendre le fonctionnement de cette association nous a permis de cerner le problème. La première mission, c'est de payer les salaires des enseignants vacataires, des personnels de ménage et des gardiens. Construction des salles de classe, appuyer en matériel didactique de l'établissement, contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène. Le doigt accusateur est ainsi pointé vers les chefs d'établissement. L'adhésion est libre, volontaire. C'est pour ça que dans les textes régissant les APE, vous allez voir on écrit contribution volontaire des parents. Les chefs d'établissement bafouent les textes. Pour ces parents d'élèves, cette association a un fonctionnement digne des films de mafia. C'est encore été mieux qu'on laisse les parents payer la pension normalement et qu'on supprime les frais d'APE. Retenons que ce sont les parents qui doivent fixer les taux des APEE, fonction des besoins annuels adoptés lors des assemblées générales. Et ces taux se veulent flexibles. Vivement que les pouvoirs en charge de ce domaine arrêtent l'hémorragie par le biais de l'assainissement global du dit secteur.
En tout cas, les ministres en charge des questions de l'éducation ont rassuré. La rentrée se passe plutôt bien au Cameroun. Ils étaient face au Premier ministre chef du gouvernement au cours d'un conseil de cabinet qui s'est tenu aujourd'hui. L'éducation de base, l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Et parlant justement du supérieur, Jacques Famondongo tient à rassurer les étudiants. Ils auront les ordinateurs promis par le chef de l'État dès le mois de novembre 2017. Entre-temps, en Côte d'Ivoire, les étudiants sont toujours en colère. Ils sont contre l'augmentation des coûts liés à leur inscription. Ils avaient déjà manifesté il y a de cela quelques temps. Ils ont remis cela hier lundi du côté d'Abidjan, créant quelques soubresauts dans cette ville, Karine Okomo. C'est avec des gaz lacrymogènes et des jets d'eau que la police ivoirienne a tenté de disperser les étudiants dans le quartier chic de Cocody qui abrite l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et les campus universitaires. Ces derniers protestent contre une hausse abusive des frais d'inscription pour la rentrée académique qui s'élève à 20 000 francs en plus des 6 000 normalement perçus pour les droits d'inscription. Pour exprimer leur ras-le-bol, les étudiants projettent une marche vers les bureaux du ministère de l'Éducation pour dire non à cette escroquerie organisée et cautionnée par l'institution. Même si la ministre ivoirienne de l'Éducation rassure qu'il n'y a aucune augmentation des droits d'inscription, le syndicat des étudiants menace d'engager des poursuites judiciaires devant l'UNESCO pour non-respect des normes de l'éducation. Hier lundi, des affrontements ont d'ailleurs éclaté entre policiers et étudiants qui ont mis en place des barrages, jeté des pierres et autres projectiles en signe de protestation. Mercredi dernier, des affrontements similaires ont fait plusieurs blessés parmi les étudiants. Comment améliorer les performances en matière de santé publique au Congo? Les réflexions se sont tenues autour du ministre de la Santé publique, la République congolaise. Question de réformer le fonctionnement des instituts de santé, mais également de proposer à l'effet de relever le plateau technique dans ce pays. Jean-Pierre Noah. Les agents de formation sanitaire privés doivent véritablement maîtriser les procédures administratives, financières et logistiques des petites et moyennes entreprises. C'est ce qui justifie la rencontre organisée ce début de semaine à Brazzaville. Une occasion pour les responsables du deuxième programme de développement des services de santé de préciser leur mission. Les professionnels du secteur de la santé demeurent sensibles à l'intérêt que portent les pouvoirs publics dans l'animation de l'aspect sanitaire. Notre satisfaction sans que l'on le fait que les formations qui doivent améliorer leur système de santé annoncées lors des assises des Vaux en 2016 sont progressivement mises en œuvre. Elles devront, nous en sommes convaincus, apporter une réponse au dysfonctionnement de notre système national de santé constaté lors des différentes enquêtes démographiques de la santé. A rappelé que le 16 février dernier, un protocole d'accord avait été signé entre le ministère de la Santé et de la Population et l'Alliance du secteur privé de la santé. C'était dans un contexte bien précis. La réforme des districts sanitaires et du cadre juridique, ainsi que le renforcement du partenariat public-privé dans le domaine de la santé, sont les principales mesures rapidement mises en œuvre. Et ce jour constitue une autre altitude dans le processus de l'amélioration continue des résultats de notre système de santé. Les résultats enregistrés jusqu'ici traduisent bien la compétence des hommes et femmes chargés du secteur sanitaire du Congo-Brazzaville. Il est donc maintenant question non seulement de préserver, mais aussi renforcer les acquis dans leur formation sanitaire respective. Quelle sera la moisson pour les États du G5 Sahel qui sont tous représentés du côté de New York aux États-Unis, prenant part à cette 72e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le G5 Sahel veut se mettre en place, a besoin d'argent. Ces 5 chefs d'État se sont retrouvés autour d'Emmanuel Macron, le président français aujourd'hui. Espoir de financement clairement établi, espoir d'un retour également des États-Unis d'Amérique. Donald Trump, qui s'était déjà montré opposé au financement des activités extra-américaines, n'est pas totalement opposé en fonction de sa sortie d'aujourd'hui à un éventuel appui lié à la mise en place du G5 Sahel. Que peut-on attendre de ce séjour américain? Mathieu Wamba.
La paix dans le Sahel est plus qu'un impératif pour la région. Les chefs d'État africains du G5 Sahel sont autour du président Emmanuel Macron, du secrétaire général Antonio Guterres et de la représentante de l'Union européenne Federica Mogherini à New York pour une réunion de concertation sur la mise en route de la force G5 Sahel, censée débuter ses opérations en octobre prochain. Si l'enthousiasme africain se fait sentir avec le président Ibrahim Boubacar Keïta, les bailleurs de fonds et les États-Unis d'Amérique sont réticents quant à l'efficacité de cette force, après l'échec constaté de la MINUSMA à venir à bout du djihadisme dans le Sahel. Ces 5 chefs d'État africains qu'accompagnent le président de l'Union africaine, Alpha Condé, le président de la Commission de l'Union, Moussa Faki Mahamat, sont dans une campagne de charme et de collecte de fonds, enjeu majeur de ces déplacements. Pour boucler un budget de 423 millions d'euros, dont 108 seulement sont promis et la moitié fournie par l'Union européenne depuis la création de cette initiative. Le président français, après son entretien hier avec Donald Trump, a pu avoir l'accord des États-Unis de prendre part à cette rencontre. Le G5 Sahel, c'est une force conjointe de 10 000 hommes et un déploiement matériel et logistique important, requis pour faire face au terrorisme dans une bande sahélo-saharienne de plus en plus infiltrée. Un territoire austère et difficile à contrôler. Une base de repli également pour les terroristes qui menacent l'Europe, d'où l'implication personnelle de la représentante de l'Union européenne, Federica Mogherini, très active dans cette entreprise africaine. Car le danger n'est pas à circonscrire en Afrique, mais c'est une menace globale à laquelle toute la communauté internationale devrait s'impliquer. Nous précisons que la sortie de Donald Trump aujourd'hui était très attendue. Elle est d'ailleurs abondamment commentée sur les questions de sécurité à travers le monde, mais également la réforme du système des Nations Unies. Parlons à présent de partenariat public-privé au Cameroun. Les images que vous allez voir sont une parfaite illustration des nouveaux visages de la gendarmerie nationale. C'est la mise en œuvre du plan d'urgence triennal décidé par les pouvoirs publics au profit de la sécurité et particulièrement de la gendarmerie nationale. On va vous conduire dans l'arrondissement de Yaoundé 7e pour voir comment émergent ces bâtiments flambants neufs qui seront des bureaux mais également des logements et autres pour la gendarmerie nationale. Une visite de ces chantiers s'est tenue aujourd'hui et vous avez déjà dans les images le président directeur général de la SODEC, Jean-Pierre Amoukou Belinga, et les représentants de la gendarmerie nationale. Visite de chantier qui annonce certainement des lendemains meilleurs pour la gendarmerie nationale. Sandrine Manza. Ces deux bâtiments sont prêts à usage. Au lieu de Menkomeyos, non loin de Kolbisson à Yaoundé, il sera question d'y installer une brigade de gendarmerie. La deuxième bâtisse servira d'habitation au personnel de la dite brigade. Et pour évaluer le niveau d'avancement des travaux, une visite a été faite ce 19 septembre 2017 par quelques responsables et le maître d'ouvrage. Sur place, l'on apprend qu'il reste juste une étape. Ça veut dire qu'on a fini la première et la deuxième tranche. Donc il reste la troisième tranche qui est les VRD et la clôture. Chose qui satisfait la gendarmerie nationale. L'avancement des travaux sur ce site est satisfaisant. Le co-contractant il est dans les délais qui sont prescrits et la qualité des travaux est conforme aux clauses techniques contenues dans le contrat et nous ne pouvons que nous en réjouir et souhaiter qu'il fasse encore un effort pour la livraison effective, n'est-ce pas, de ce site avant le délai contractuel. En faisant le tour du propriétaire, le président directeur général de SODEC, Jean-Pierre Amoukou Belinga, a fait quelques recommandations pour que les finitions soient à l'image de ce qui a déjà été réalisé. Et malgré quelques difficultés rencontrées au cours de l'exécution de 10 chantiers, la détermination du PDG à le livrer dans les délais requis demeure intacte. L'équipe technique de la SODEC va s'atteler pour que dans les meilleurs délais, la troisième phase contractuelle soit terminée et que nous puissions donc livrer les deux bâtiments au secrétariat d'État à la Défense. Donc je ne peux être content parce que ça a été une expérience pour nous, un financement sur fonds propres en attendant les décomptes et je m'en réjouis ce jour que tout est bien. En attendant que la clôture soit installée, l'on se satisfait déjà que la SODEC ait contribué de la plus belle des manières à la sécurisation de Menkomeyos.
Parlons également de ces appuis pour les cacaoculteurs dans la région du Sud. Ces deux structures mises ensemble qui se sont mobilisées pour un appui d'un montant pratiquement de plus de 2 milliards de francs CFA au profit de ces agriculteurs. Les structures concernées, Telcam Coco Limited et son partenaire Cargill, pour cette initiative qui aura mobilisé en tout cas le monde agricole en présence du gouverneur de la région du Sud et les autorités politiques et administratives. Compte rendu de cette cérémonie de Karine Okomo. Tradition une fois de plus respectée par l'entreprise Telcar Cocoa Limited et son partenaire Cargill Cocoa and Chocolate. Après Obala, c'est la ville de San-Melima dans le département du Dja-et-Lobo qui a été choisie pour abriter la cérémonie solennelle de remise des certificats et primes de qualité aux producteurs de cacao. Ils sont 15 000 cacaoculteurs venus des bassins majeurs de production du cacao au Cameroun à avoir reçu des attestations de fin de formation, mais surtout des primes d'un montant global de 2 191 992 000 francs CFA. Une initiative de Telca Cocoa Limited et son partenaire Cargill en signe d'encouragement. Cette cérémonie, c'est notre manière, nous Telca avec notre partenaire Cargill, de dire aux Camerounais, aux planteurs, aux cacaoculteurs qu'il ne faut pas qu'ils baissent les bras parce que le monde qui consomme cacao a certaines exigences par rapport à la qualité de cacao qu'il veut consommer. Depuis 2012, les deux partenaires se sont engagés à améliorer les conditions de travail des cacaoculteurs et à assurer le développement durable de la filière cacao à travers plusieurs programmes, entre autres la formation des agriculteurs qui permet à ces derniers de maîtriser les bonnes techniques agricoles afin de produire un cacao de bonne qualité, mais également le Cargill Cocoa Promise, un programme qui permet d'encourager et de récompenser les meilleurs agriculteurs. Pour les heureux bénéficiaires de cette édition 2017, ces primes arrivent à point nommé. Nous sommes convaincus qu'avec ce que nous avons reçu, beaucoup de nos problèmes seront résolus, à l'instar des rentrées scolaires qui sont à la une, à l'instar des autres problèmes comme l'entretien des plantations et le paiement de nos ouvriers. Outre ces deux programmes, l'entreprise Telcar Cacao s'est également engagée à soutenir les communautés locales à travers plusieurs projets, notamment le ravitaillement en eau potable, l'octroi des bourses scolaires et l'appui aux soins de santé. C'est donc pour célébrer les promesses tenues par les deux partenaires que les autorités administratives, traditionnelles et religieuses ont pris part à cette 4e fête agricole au grand bonheur des cacaoculteurs du Cameroun. Je vous propose de l'art, de la beauté dans cette édition du 20h. Allons à la découverte des œuvres d'Ondigui Onana Théodore, connu sous le nom d'artiste de Oteo, champion de Lobo, mais beaucoup d'autres initiatives qui préparent en ce moment des expositions à l'international dans sa galerie ici à Yaoundé. Il y a du beau y à voir, il y a surtout à admirer et apprécier. Nathan Amokou. Voici le tableau de peinture qui a coûté 10 millions de francs CFA. Il se met actuellement au musée des Rochals en Suisse, aux côtés des chefs-d'œuvre de Pablo Picasso. Une signature d'Ondigui Onana Théodore, dit Oteo, ex-PCA de la SOCADAP. Une visite guidée dans l'une de ces galeries ici même à Yaoundé nous a permis de vivre en images l'exclusivité de cette nouvelle création artistique. Une dizaine de toiles dans un style novateur, plongeant le visiteur dans un monde surréaliste, mettant en exergue à travers les couleurs et les formes les réalités existentielles de l'Afrique et particulièrement du Cameroun. Oteo, dans cette nouvelle trouvaille artistique, navigue entre l'art moderne et l'art contemporain. Rendu au quartier Kounou, Mvogmbi, où il a passé la plus grande partie de son existence, les hommages fusent de partout. Oteo, c'était un papa bien, il était gendarme, c'est un papa qui nous a vu grandir, très soucieux dans ce quartier. Oteo, c'est notre père, c'est un papa qui nous a toujours encadrés. Je ne cesserai jamais de dire que Dieu le garde, tout son bienfait qu'il fait pour nous. Moi, je suis donc Colondo. Son travail et sa détermination à peaufiner sa nouvelle technique sur le baume ont commencé à nourrir l'artiste il y a longtemps. Quand moi je travaillais au Mont-Fébé,
il est venu livrer les tableaux qui servaient pour l'embellissement des chambres. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il faisait un tableau à 1 million de francs. Othéo, artiste musicien pluridimensionnel et multifonctionnel, a été membre de l'orchestre musical de la garde présidentielle. Artiste musicien, artiste peintre, il prépare pour les jours à venir une tournée artistique en Amérique du Nord pour défendre les couleurs de notre cher et beau pays, comme pour dire que le paresseux appelle chance le succès du travailleur. Peut-être que Othéo nous proposera bientôt une magnifique toile représentant la situation actuelle du canon sportif de Yaoundé Lupakoum, l'équipe qui a participé au championnat de première division finissant et qui est pratiquement condamnée à une relégation en seconde division, n'est pas reconnue par quelques patriarches, notamment ceux du canon SAOS, qui indiquent justement qu'il est temps d'ouvrir les volets judiciaires. C'était une équipe de fantômes qui aurait participé au championnat. Etienne Bada. Ici, des documents officiels qui attestent la légalité du canon, Société Anonyme à Budget Sportif de Yaoundé. Et c'est lui qui est habilité à prendre part aux rencontres professionnelles de la première division du Cameroun. Le centre administratif nous a bien délivré un document comme quoi nous sommes la seule SAOS qui existe dans l'espace OAPI, dans l'espace OADA. Le général Pierre Semongo nous a écrit plusieurs fois en disant que nous sommes la seule société existante. Tout le contraire sur le terrain, alors que 3 mois avant le début du championnat, dit-il, toutes les parties prenantes avaient été notifiées par les juridictions compétentes et même les règles établies par la Ligue respectées. Il y a 2 éléments clés qu'il faut avoir. C'est un registre du commerce et une attestation de déclaration d'association délivrée par le préfet du Fundi. J'ai ces 2 documents ici, je vous les ai montrés. Monsieur Mvena, ni l'un ni l'autre. Tout le monde a été servi jusqu'au ministère, jusqu'au premier ministère, l'OAPI, l'OADA, parce que nous étions au courant qu'il y avait un kidam qui cherchait à créer quelque chose. La Ligue a été servie, Madame Anguelé. Le canon SAOS n'a pas joué cette saison, pourtant légale. La situation n'est plus qu'à jamais profonde. Nous avons un dossier bien étoffé. J'aimerais que la Ligue nous dise si c'est autorisé à donner de l'argent du contribuable. Il ne s'agit pas de cela, mais à donner l'argent du contribuable à un club qui n'a ni registre du commerce, ni compte bancaire, ni déclaration d'association. À la Ligue de football professionnel du Cameroun, on est au travail. Il faut assurer la fin de la saison. Pour le moment, il n'y a pas de problème canon. Le canon est un et indivisible. Le canon a joué avec les résultats que l'on connaît. Et maintenant, il n'y a pas de canon qui se plaint, ce sont les ragots de quartier. Ce sont des ragots de quartier, c'est une pure rumeur. Où se trouve donc la vérité? Dans tous les cas, une partie cherche à retracer le droit. La Ligue de football professionnel du Cameroun parle de rumeurs dans cette affaire. En tout cas, c'est ici que se referme cette édition du journal. 21h, rendez-vous avec tous les sports, Planète Sport de Francis Bonga. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé. Passez une magnifique soirée sur votre chaîne de télévision, naturellement, Vision 4. Les associations dans notre pays. Pour les responsables des APE, ces associations appartiennent à un régime tout à fait particulier. Nathan Amougou. Je vais vous prendre un exemple. Le lycée bilingue d'Aïdo, il a 130, comme APE, chaque année 130 à 140 millions. Je dis bien 130 à 140 millions par an, pas APE. L'APEE, Association des parents d'élèves et enseignants, se révèle être la poule aux œufs d'or pour les responsables en charge, au détriment des victimes qui ne sont autres que les parents. Les frais d'APE n'étaient pas aussi élevés. Avec la suppression des frais de scolarité, les parents se trouvent aujourd'hui à payer l'APE qui est supérieur aux frais même qui déboursaient lorsqu'il fallait inscrire l'enfant. Comprendre le fonctionnement de cette association
nous a permis de cerner le problème. La première mission, c'est de payer les salaires des enseignants vacataires, du personnel de ménage et des gardiens. Construction des salles de classe, appuyer en matériel didactique d'établissement, contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène. Le doigt accusateur est ainsi pointé vers les chefs d'établissement. L'adhésion est libre, volontaire. C'est pour ça que dans les textes régissant les APE, vous allez voir on écrit contribution volontaire des parents. Les chefs d'établissement bafouent les textes. Pour ces parents d'élèves, cette association a un fonctionnement digne des films de mafia. C'est encore été mieux qu'on laisse les parents payer la pension normalement et qu'on supprime les frais d'APE. Retenons que ce sont les parents qui doivent fixer les taux des APE, fonction des besoins annuels adoptés lors des assemblées générales. Et ces taux se veulent flexibles. Vivement que les pouvoirs en charge de ce domaine arrêtent l'hémorragie par le biais de l'assainissement global du dit secteur. En tout cas, les ministres en charge des questions d'éducation ont rassuré. La rentrée se passe plutôt bien au Cameroun. Ils étaient face au Premier ministre chef du gouvernement au cours d'un conseil de cabinet qui s'est tenu aujourd'hui. L'éducation de base, l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Et parlant justement du supérieur, Jacques Famondongo tient à rassurer les étudiants. Ils auront les ordinateurs promis par le chef de l'État dès le mois de novembre 2017. Entre-temps, en Côte d'Ivoire, les étudiants sont toujours en colère. Ils sont contre l'augmentation des coûts liés à leur inscription. Ils avaient déjà manifesté il y a de cela quelques temps. Ils ont remis cela hier lundi du côté d'Abidjan, créant quelques soubresauts dans cette ville, Karine Okomo. C'est avec des gaz lacrymogènes et des jets d'eau que la police ivoirienne a tenté de disperser les étudiants dans le quartier chic de Cocody qui abrite l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et les campus universitaires. Ces derniers protestent contre une hausse abusive des frais d'inscription pour la rentrée académique qui s'élève à 20 000 francs en plus des 6 000 normalement perçus pour les droits d'inscription. Pour exprimer leur ras-le-bol, les étudiants projettent une marche vers les bureaux du ministère de l'Éducation pour dire non à cette escroquerie organisée et cautionnée par l'institution. Même si la ministre ivoirienne de l'Éducation rassure qu'il n'y a aucune augmentation des droits d'inscription, le syndicat des étudiants menace d'engager des poursuites judiciaires devant l'UNESCO pour non-respect des normes de l'éducation. Hier lundi, des affrontements ont d'ailleurs éclaté entre policiers et étudiants qui ont mis en place des barrages, jeté des pierres et autres projectiles en signe de protestation. Mercredi dernier, des affrontements similaires ont fait plusieurs blessés parmi les étudiants. Comment améliorer les performances en matière de santé publique au Congo? Les réflexions se sont tenues autour du ministre de la Santé publique, la République congolaise. Question de réformer le fonctionnement des instituts de santé, mais également de proposer à l'effet de relever le plateau technique dans ce pays. Jean-Pierre Noir. Les agents de formation sanitaire privés doivent véritablement maîtriser les procédures administratives, financières et logistiques des petites et moyennes entreprises. C'est ce qui justifie la rencontre organisée ce début de semaine à Brazzaville. Une occasion pour les responsables du deuxième programme de développement des services de santé. On a appris la nouvelle, nous sommes rendus au lieu et on attend ce qui va se passer. Il a fallu l'intervention du gouverneur de la région du Nord-Ouest pour calmer les ardeurs. Les populations de la région du Nord-Ouest, les bonnes dispositions prises par le gouvernement pour sécuriser la population. Concernant l'origine de cet incendie, des enquêtes sont ouvertes, ajoutées à celles qui ont eu lieu bien avant dans cette partie du pays, en proie aux actes de vandalisme. Que la République, la nation, aura raison de tous ceux qui veulent organiser un génocide culturel à l'encontre de nos populations, à l'encontre de nos jeunes enfants. En attendant, les parents usent de tout moyen de communication pour rassurer leur progéniture. Que s'est-il passé à Yokadouma le 11 septembre dernier? Le journal Repère titrait hier que des assaillants centrafricains se sont attaqués à une communauté située à 58 km du chef-lieu du département de la Boumba Ngoko. Nous allons tenter de joindre le préfet du département de la Boumba Ngoko justement pour avoir plus d'informations. Valérie Norbert Kouela, monsieur le préfet, bonsoir. Bonsoir Jean.
Alors nous apprenons justement que des assaillants ont attaqué un village, selon repère, à 58 km de Yokadouma. Vous confirmez cette information? Que s'est-il passé? À haute et intelligible voix, le préfet du département de la Mbumba Ngoko demande formellement cette information et rassure les populations et l'opinion qu'il n'y a jamais eu une attaque des Centrafricains à Mepoué dans l'arrondissement de Yokadouma. Je tiens plutôt à préciser qu'un employé d'une société dans cette zone ayant commis, n'est-ce pas, un manquement professionnel a tenté de créer une simulation pour échapper aux affres de la colère de ses chefs hiérarchiques. Et certaines personnes au dessein dont elles seules connaissent ont voulu faire des récupérations et distiller dans l'opinion des fausses informations. En effet, quand nous avons quand même reçu qu'il y a des situations peu sécurisantes dans la zone visée, nous avons immédiatement commis notre commandant de compagnie de gendarmerie qui est descendu sur le lieu. Et je tiens à vous rappeler qu'au moment où j'interviens, ce commandant de compagnie est encore sur le terrain. Et nous avons, pour appuyer le commandant de compagnie, requis, n'est-ce pas, le 13e bataillon d'infanterie motorisée à l'effet d'appuyer le commandant de compagnie sur le terrain. En l'état actuel, à l'état actuel de nos investigations, il n'en est rien. La paix règne sur toute l'étendue de notre territoire. Également, monsieur le préfet, selon le même article que vous démentez d'ailleurs, qu'une petite fille aurait été enlevée à la suite de cette attaque. Y a-t-il eu cas d'enlèvement dans le département de la Mbumba Ngoko? Une fois de plus, Jean-Jacques Zé, il s'agit d'un mensonge grossier. Je tiens à rappeler que l'auteur de cette simulation est actuellement, au moment où je vous parle, entre les mains de la gendarmerie. Les enquêtes se poursuivent, le commandant de compagnie est sur le terrain et la paix règne dans le département de la Mbumba Ngoko. Vous bouclez aujourd'hui même, il y a un peu moins d'une heure que vous êtes arrivé à Yokadouma, vous bouclez une tournée de prise de contact. C'est quand même une zone qui partage une longue frontière avec plusieurs pays, la République centrafricaine, le Congo. Est-ce que vous rassurez au moins de la sécurité des Camerounais et des populations de façon globale après le tour que vous avez effectué sur le terrain, compte tenu du nombre de déplacés que nous avons à Garigombo et ailleurs? Effectivement, Jean-Jacques, je viens à peine de boucler ma tournée administrative de prise de contact et d'animation socio-économique dans la partie sud de mon unité de commandement. J'ai été aux confins, n'est-ce pas, des limites entre les républiques sœurs de Centrafrique et du Congo. J'ai fait aller-retour 7 heures de voyage fluvial, 7 heures de voyage fluvial pour rencontrer les populations du département de la Mbumba Ngoko dans cette zone. J'ai rencontré les populations, les élus locaux, les notabilités coutumières, les membres des comités de vigilance. J'ai rencontré les opérateurs économiques de cette zone et au moment où j'interviens, je puis vous rassurer, dans l'état actuel, la paix règne sur toute l'étendue de cette zone dont je viens de parcourir. Ce qu'on va retenir, merci beaucoup, monsieur le préfet du département de la Mbumba Ngoko. On vous souhaite un bon repos après cette tournée de prise de contact sur le terrain. Continuons notre dossier consacré à l'éducation et l'équation difficile à résoudre pour les parents face à la pension et cette observation, les prix qui varient d'un établissement scolaire à un autre, face également aux associations des parents d'élèves. La situation est bien compliquée et interroge aujourd'hui la politique utilisée par les pouvoirs publics, du moins pour peut-être l'harmonisation des prix. Que se passe-t-il avec la fixation de ces coûts? Norbert Baudet. La fluctuation des pensions d'un établissement à un autre d'année en année n'arrange pas toujours les bourses modestes, dépassées par la surenchère
que connaît aujourd'hui le savoir dispensé à leurs enfants. Les coûts sont trop élevés, vraiment par rapport à avant. Et ce qui révolte, c'est d'abord la qualité d'enseignement. Donc, il n'y a pas de compensation. Comme Michel Ndjomo, Victorine Bela n'en pense pas moins. Cette commerçante du marché Mvogada Yaoundé pleure elle aussi le sort des gagnes petits, obligés de s'assigner aux 80 pour les collages de leur progéniture. Pour inscrire ton enfant à l'école, par exemple au lycée, il faut acheter la place, même si ton enfant a réussi ou pas. Parce que à l'école, les privés sont devenus pour les pauvres, comme les nous comme ça là, parce que tu es obligé d'aller mettre ton enfant à l'école privée parce que les écoles publiques sont déjà trop saturées avec les enfants des boss. Face à ces cris des parents, le secrétariat de l'éducation de l'enseignement privé laïque du centre et de l'Est rappelle la politique de l'homologation des prix pratiquée dans les établissements jadis. Il y a eu au commencement une homologation des frais de scolarité par zone dont l'État avait stratifié ces frais de scolarité. Seulement, plusieurs raisons ont contribué à s'écarter de la norme des coûts stratifiés par l'État, selon qu'on était en zone rurale qu'urbaine. Les salaires des enseignants, cela prend en charge les équipements, leur renouvellement. C'est ça qui fait dans une école le coût. Il fait le coût. Et si on doit fixer donc les scolarités par rapport au salaire que les enseignants doivent toucher. Malgré la récession économique, avec son cortège de contraintes, les parents devenus des vaches à lait de certains établissements demandent à l'État de subventionner l'éducation. La question se pose également au niveau des associations des parents d'élèves et d'enseignants, les APEE, qui sont également payés à prix d'or dans notre pays avec un défaut d'harmonisation des coûts, ces coûts qui varient d'un établissement à un autre. L'adhésion aux APEE semble être obligatoire pour tous les parents d'élèves, pratiquement à l'encontre des dispositions légales parlant. Et si les parents font face aux difficultés de paiement des frais exigibles, mais également des APEE, difficile équation à résoudre pour ces parents que vous écouterez dans cette édition du journal. Que se passe-t-il au sein du canon sportif de Yaoundé? L'équipe de Nkol Ndongo, pratiquement condamnée à la relégation, vient d'ouvrir un nouvel axe de crise. Certains patriarches ne reconnaissent pas l'équipe qui est condamnée à la relégation, indiquant justement qu'il y a un autre canon de Yaoundé qui mérite de vivre. Ils sont discordants avec ces coups de canon, pratiquement comme des pétards mouillés, que vous écouterez sur le 29. Voilà pour la vitrine du journal. À nouveau, bonsoir et bienvenue. On ouvre cette édition par ces images qui font le tour des réseaux sociaux et qui présentent une scène d'une barbarie insoutenable. Nous avons fait l'effort de flouter un peu les images de ces deux jeunes présentés comme des Camerounais qui sont jetés dans une fosse du côté de la Libye. Leur bourreau décide de tirer sur eux à bout portant avant d'asperger du carburant et d'y allumer un feu jusqu'à incinération totale. Selon les premiers éléments à notre disposition, il s'agirait des Camerounais dont les noms circulent actuellement sur les réseaux sociaux en attendant les vérifications qui sont faites par Vision 4 et l'ensemble de la presse. Arnaud Mbala et Joël Eteki seraient les jeunes ainsi brûlés du côté, dit-on, de la Libye. Nous y reviendrons en espérant justement repérer les familles qui pourraient reconnaître ces deux noms. On parle d'Arnaud Mbala et de Joël Eteki. Sur l'axe lourd Douala-Yaoundé, la nationale numéro 3, la circulation a repris ce matin autour de 8h40. Les véhicules ont pu franchir le point critique qui a été observé hier. Les travaux ont eu lieu pratiquement toute la nuit avec interruption totale de la circulation autour de 22 heures. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumessi, a supervisé personnellement l'ensemble de ces travaux jusqu'à la reprise de la circulation et en attendant une solution définitive qui sera trouvée à cet endroit
qui marquaient des signes de fissuration et d'affaissement de la chaussée et des bus. Vous avez là quelques images de la présence sur le terrain du ministre des Travaux publics toute la nuit d'hier jusqu'à ce matin pour le rétablissement de la circulation. Par la rentrée scolaire et quelques difficultés qui sont encore enregistrées dans le nord-ouest, c'est pratiquement des dortoirs entiers, des lits qui ont été emportés par des flammes la nuit dernière. Le collège Sacré-Cœur de Bamenda est concerné. Pas de pertes en vies humaines. Le gouverneur de la région du nord-ouest est descendu sur le terrain pour rassurer les parents et les élèves sur la sécurité autour de cet établissement pour favoriser la continuité des activités parce que les parents se montaient indignés quant au risque pour ce qui est de la sécurité. On parle de nombreux dégâts matériels. Salamatou Badian. Fumée, cendres et puis charbon, c'est ce qui reste des 30 lits, denrées alimentaires et autres effets de ce dortoir du collège Sacré-Cœur de Mankon dans la région du nord-ouest Cameroun. Quelques cantines, un matelas et ce billet de 10 000 francs ont pu échapper aux flammes. Arrivé dans la nuit, et il y a les forces de l'ordre qu'on a appelées, ils sont venus pour nous aider et je pense qu'on a pris certaines mesures pour voir que les choses marchent bien. Pas de perte en vie humaine, les élèves ont été réfugiés dans un autre bâtiment tout à côté. Pris de panique, certains appellent à l'aide. Les parents partagés entre frayeurs et courroux veulent récupérer leurs enfants. Seulement, les responsables de l'établissement assurent qu'ils sont en sécurité. Il n'y a pas de sécurité parce que le premier jour, on a assuré qu'il y a la sécurité, mais c'est que ça se passe maintenant, nous sommes inquiétés. Nous sommes dépassés. Santé de préciser leur mission. Les professionnels du secteur de la santé demeurent sensibles à l'intérêt que portent les pouvoirs publics dans l'animation de l'aspect sanitaire. Notre satisfaction s'ancre dans le fait que les formations qui doivent améliorer leur système de santé, annoncées lors des assises des Vaux en 2016, sont progressivement mises en œuvre. Elles devront, nous en sommes convaincus, apporter une réponse au dysfonctionnement de notre système national de santé constaté lors des différentes enquêtes démographiques de la santé. A rappelé que le 16 février dernier, un protocole d'accord avait été signé entre le ministère de la Santé et de la Population et l'Alliance du secteur privé de la santé. C'était dans un contexte bien précis. La réforme des districts sanitaires et du cadre juridique, ainsi que le renforcement du partenariat public-privé dans le domaine de la santé, sont les principales mesures rapidement mises en œuvre. Et ce jour constitue une autre altitude dans le processus de l'amélioration continue des résultats de notre système de santé. Les résultats enregistrés jusqu'ici traduisent bien la compétence des hommes et femmes chargés du secteur sanitaire du Congo-Brazzaville. Il est donc maintenant question non seulement de préserver, mais aussi renforcer les acquis dans leur formation sanitaire respective. Quelle sera la moisson pour les États du G5 Sahel qui sont tous représentés du côté de New York aux États-Unis, prenant part à cette 72e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le G5 Sahel veut se mettre en place, a besoin d'argent. Ces 5 chefs d'État se sont retrouvés autour d'Emmanuel Macron, le président français aujourd'hui. Espoir de financement clairement établi, espoir d'un retour également des États-Unis d'Amérique. Donald Trump, qui s'était déjà montré opposé au financement des activités extra-américaines, n'est pas totalement opposé en fonction de sa sortie d'aujourd'hui à un éventuel appui lié à la mise en place du G5 Sahel. Que peut-on attendre de ce séjour américain? Machuamba. La paix dans le Sahel est plus qu'un impératif pour la région. Les chefs d'État africains du G5 Sahel sont autour du président Emmanuel Macron, du secrétaire général Antonio Guterres et de la représentante de l'Union européenne Federica Mogherini à New York pour une réunion de concertation sur la mise en route de la force G5 Sahel, censée débuter ses opérations en octobre prochain. Si l'enthousiasme africain se fait sentir avec le président Ibrahim Boubacar Keïta, les bailleurs de fonds et les États-Unis d'Amérique sont réticents quant à l'efficacité de cette force, après l'échec constaté de la MINUSMA à venir à bout du djihadisme dans le Sahel.
Ces 5 chefs d'État africains qu'accompagnent le président de l'Union africaine, Alpha Condé, le président de la Commission de l'Union, Moussa Faki Mahamat, sont dans une campagne de charme et de collecte de fonds, enjeu majeur de ces déplacements. Pour boucler un budget de 423 millions d'euros, dont 108 seulement sont promis et la moitié fournie par l'Union européenne depuis la création de cette initiative. Le président français, après son entretien hier avec Donald Trump, a pu avoir l'accord des États-Unis de prendre part à cette rencontre. Le G5 Sahel, c'est une force conjointe de 10 000 hommes et un déploiement matériel et logistique important, requis pour faire face au terrorisme dans une bande sahélo-saharienne de plus en plus infiltrée. Un territoire austère et difficile à contrôler. Une base de repli également pour les terroristes qui menacent l'Europe, d'où l'implication personnelle de la représentante de l'Union européenne, Federica Mogherini, très active dans cette entreprise africaine. Car le danger n'est pas à circonscrire en Afrique, mais c'est une menace globale à laquelle toute la communauté internationale devrait s'impliquer. Nous précisons que la sortie de Donald Trump aujourd'hui était très attendue. Elle a d'ailleurs abondamment commenté sur les questions de sécurité à travers le monde, mais également la réforme du système des Nations Unies. Parlons à présent de partenariat public-privé au Cameroun. Les images